Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui raconte la Terre. Cette émission audio vous est proposée par Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes naturalistes et réalisateurs, créateurs du média Oiseaux bondissants. Notre invité est l'homme qui sauve les arbres. Il ne veut être appelé ni militant, ni écolo, pour que chacun puisse s'identifier à son combat. Il est grimpeur arboriste et a fait de la protection des arbres sa priorité. Vous avez certainement entendu parler d'un homme qui a passé 28 jours accroché en haut d'un platane devant le ministère de la Transition écologique. Eh bien, c'était lui. Thomas Braille a engagé cette action de communication extrême en 2019 pour demander à ce ministère d'agir face à la destruction aberrante de nombreux arbres centenaires dans la ville de Condom, dans le Gers. Avant de partir de son village, dans le sud-ouest de la France, Thomas a écrit une lettre à son enfant. Mon fils, je pars demain parce que j'ai peur pour ton avenir. Papa doit aller dire aux gens qui nous gouvernent que la nature se meurt, que les arbres se meurent doucement, sûrement, en silence. Papa doit leur dire que ça ne suffit plus les paroles, qu'il faut des actes, maintenant, rapides, concrets, qu'on ne peut plus y penser assis derrière un bureau. Je pars parce qu'un jour, toi et les enfants de ton âge, vous serez en droit de demander des comptes à ceux qui vous ont précédés. Thomas n'est pas un illuminé, mais un professionnel de la santé des arbres, et par la force des choses, un communicant hors pair, qui mobilise des millions de personnes grâce aux réseaux sociaux pour empêcher le massacre généralisé de nos arbres. Dans son livre, on apprend que depuis 2006, 28 000 des 42 000 platanes du canal du Midi ont été abattus à cause du chancre coloré. Seuls 13 000 ont été replantés. À Paris, plus de 15 000 arbres ont été abattus en 2020, et cela alors qu'on ne cesse de parler de réchauffement climatique. On a rencontré Thomas à l'occasion d'un tournage que l'on a réalisé avec l'association Déjà Inat à Saint-Maur, en région parisienne. Il était intervenu en tant qu'expert pour défendre un sublime chêne de 400 ans, menacé par un projet immobilier. Aujourd'hui, le chêne n'est pas encore sauvé, et on vous renvoie sur le site de l'association en description pour voir notre vidéo et suivre les avancées de leur recours en justice. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, Thomas se bat encore de toutes ses forces en entamant son 8e jour de grève de la faim pour dénoncer le projet totalement désastreux du dossier A69 entre Toulouse et Castres qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles et raser des milliers d'arbres et 17 hectares d'espaces boisés. 4 recours sur le fond n'ont pas encore été jugés, ce qui n'arrête pas la destruction déjà bien entamée des arbres sur le site. On vous laisse avec notre interview qui débute avec le récit par Thomas de son passage en Guyane française pour soutenir les opposants du projet CEOG, centrale électrique de l'Ouest guyanais. Cet épisode a été enregistré en mars de l'année 2023. Bonne écoute. Tu rentres vite dans le vif du sujet, ce pourquoi tu es connu, mais avant on aimerait connaître ton actualité récente. Tu reviens tout juste de Guyane. Oui, tout à fait. Je rentre de Guyane. J'étais là-bas en novembre 2022. On est revenu là il y a 3 semaines, voilà, parce que y a un chantier qui a été lancé pour mettre des panneaux photovoltaïques dans la forêt amazonienne. Et donc voilà, on appelle ça un projet vert qui pour nous ne l'est pas du tout, puisqu'on peut pas se dire qu'on rase la forêt pour mettre des panneaux photovoltaïques, quoi. Donc cette forêt-là, elle a été déjà utilisée il y a une trentaine d'années, puisque l'ONF est présent en Amazonie. C'est l'ONF qui gère la forêt. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on n'est pas sur la même temporalité que les forêts européennes. C'est-à-dire que là-bas, les forêts sont toujours en perpétuel mouvement, puisqu'il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'hiver et d'automne. Voilà. Donc une forêt d'une trentaine d'années en Amazonie eh bien, c'est une grande et belle forêt où tout un écosystème a pu se remettre en place. Et donc, c'est pas une bonne idée, voilà, de raser des forêts pour dire que c'est un projet vert, pour mettre des panneaux photovoltaïques. En tout cas, ça, c'est sûr que nous, on le dénonce et on continuera à le dénoncer, quoi. Il y a suffisamment d'espaces dégradés en Guyane pour ne pas aller impacter les forêts, quoi. Voilà. Nous, on est peu au courant de ce sujet. On t'a vu passer sur les réseaux, on en a pas mal entendu parler, mais on a des difficultés un petit peu à connaître les tenants et les aboutissants du projet. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant qu'on a un petit bout d'Amazonie sur le territoire français, même si c'est de l'autre côté de l'océan, ça reste la France, donc en Guyane française.
Et on est les premiers à faire la leçon, puisque Emmanuel Macron était récemment au Gabon là, pour World Forest Summit, il me semble. Je me souviens plus exactement de ce nom-là. Et puis, c'est toujours bien de critiquer l'exploitation agro-industrielle de la forêt au Brésil ou en Afrique, mais on commence à faire exactement la même chose sur notre propre territoire, et pour des raisons qui sont en plus assez mystérieuses, quoi, assez difficiles à comprendre. Oui, c'est sûr que on va dire qu'il y avait un chevauchement, chevauchement un peu néfaste, mais entre le fait que le président de la République soit au Gabon et que nous, justement, au même moment, on dénonçait ce projet complètement désastreux. Donc, on ne peut pas faire des grands discours sur la protection des forêts au Gabon parce qu'elles abritent de la biodiversité, ceci, cela, et dégrader la forêt amazonienne. Donc, c'est pas, y a un manque total de cohérence là-dedans. Il faut savoir que le porteur de projet, c'est un proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il s'appelle Thierry Déaut, et il a mis en place les dîners londoniens en 2017 pour récupérer des fonds pour la campagne présidentielle de Emmanuel Macron. Donc ce sont des personnes qui se connaissent, et ces projets-là vont très très vite, quoi. Il y a beaucoup d'anomalies qui ont été constatées, notamment concernant l'étude environnementale. Ça a été fait en 2 jours et demi. Vous vous rendez compte, il y a 140 hectares, quoi. Donc 2 jours et demi, 140 hectares, je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à diagnostiquer la vie, la faune, la flore de ces espaces, quoi. 140 hectares de forêt amazonienne, donc c'est pas du tout la même façon de circuler. Ah oui, complètement. On ne se promène pas en forêt amazonienne comme on se promène en forêt européenne. Déjà, c'est un milieu très hostile qui mérite d'être connu. On ne part pas en forêt seul, on part avec des personnes qui connaissent la forêt. Nous, on est parti avec un chasseur la dernière fois parce que voilà, ça va impacter la zone de chasse et de pêche du village Prospérité qui est juste à côté. Donc, on a voulu se rendre compte de ça, donc on est parti avec un chasseur, mais vous ne vous aventurez pas en forêt amazonienne tout seul. Votre espoir de vie, il est très faible. Il est de l'ordre, à mon avis, d'1 ou 2 jours, pas plus. Il y a des jaguars, il y a des anacondas, il y a des mygales. Et c'est ce qui fait très certainement aussi que ces forêts-là, elles ont été préservées un peu plus que les forêts européennes parce qu'elles sont très hostiles. Et c'est leur arme et leur protection, c'est aussi la faune qui vit à l'intérieur, qui ne donne pas forcément envie d'aller dégrader. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on dégrade une forêt amazonienne, eh bien, on prend 2 grosses pelles mécaniques, on est bien enfermé dans des machines en fer avec des grosses chenilles, et là, vous risquez absolument rien. Donc, on pousse les arbres, ce n'est même pas à la tronçonneuse qu'on travaille. C'est-à-dire qu'une pelle mécanique lève le bras suffisamment haut pour que la deuxième pelle puisse gratter le système racinaire, casser le système racinaire. Et donc la pelle qui a le bras le plus haut pousse. Et en fait, on déracine les arbres. C'est presque, j'ai envie de vous dire, c'est choquant de voir la manière dont c'est fait, quoi. Il n'y a aucune humilité par rapport à cette nature qui a mis des centaines d'années à pousser. Voire même plus pour certains arbres, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très gros. En quelques secondes, avec 2 grosses pelles mécaniques, on met au sol un arbre qui a mis des centaines, voire des milliers d'années à pousser, quoi. Donc, j'ai envie de dire, moi ça me choque en fait, de voir la manière dont on travaille, la manière dont on prend peu soin du vivant, quoi. Voilà. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, le peuple autochtone, il est très respectueux, il est très précautionneux avec la forêt. Ils prélèvent uniquement ce qu'ils ont besoin. Ils utilisent du bois quand ils veulent construire ce qu'on appelle des carbets, qui sont des petites maisons avec les côtés ouverts. C'est vraiment, quand on dit travailler en local, eux, ils sont vraiment en local, quoi. C'est la chasse, la pêche et le bois. Ils ont besoin que de ça. Et ils profitent de cette nature sans comment dire, ils ont un impact très très faible, quoi. Et on est très loin de leur arriver à la cheville, quoi. Ouais. Ce projet-là, c'est quoi son nom, le nom du projet? Le projet, c'est le projet CEOG, ça veut dire Centrale électrique de l'Ouest guyanais, mais qui est un projet porté par un fonds d'investissement, alors si je ne me trompe pas, Meridiam, c'est londonien, je crois. Voilà. Et sous couvert de dire oui, mais ces gens-là ont droit à l'électricité, machin et tout. Mais bien sûr, oui, on a tous,
comment dire, on s'arrange aussi pour donner envie à ces peuples, et que ce soit ici ou en Afrique, leur donner envie de vivre comme le modèle européen. Mais ça, c'est nous qui leur donnons ces envies-là. Parce que quelque part, c'est vraiment des personnes qui sont proches de la nature, qui sont peu consommatrices. Et en termes de décroissance énergétique, ces personnes-là, je peux vous assurer, ces peuples-là et ces communautés-là, eh bien, on a beaucoup à apprendre d'eux, quoi. Ouais. Et donc en plus, ils ont pour projet ils ont déjà commencé le projet d'abattage? Ah oui, il y a déjà entre 15 et 17 hectares qui ont été abattus sur 140 hectares, puisque l'emprise de la CEOG, c'est 140 hectares, d'accord, et les panneaux photovoltaïques, c'est entre 80 et 85 hectares. Parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un débattement suffisamment large, puisque les arbres sont très très hauts. Si un arbre venait à s'effondrer, en fait, il faut un débattement de 60-70 mètres. Donc c'est pour ça que on parle de 85 hectares de panneaux photovoltaïques, mais ça, c'est uniquement l'emprise des panneaux photovoltaïques. L'emprise globale de ce projet-là, c'est 140 hectares. Et c'est marqué dans le projet CEOG. Je n'invente rien, vous allez sur Internet, vous cherchez le projet CEOG, c'est marqué 140 hectares. Voilà, l'impact de ce projet-là. Et donc, en fait, le truc aussi qui est important à savoir, c'est que quand on arrache ou qu'on abat un arbre qui est vieux, les vieux arbres, c'est ceux qui ont le plus grand potentiel de services écosystémiques qu'ils peuvent rendre. Oui, non, mais tout à fait, oui. Mais il faut savoir que on a beaucoup de plantes, ce qu'on appelle épiphytes. Les plantes épiphytes, c'est ces fameux caoutchoucs, toutes ces plantes-là que vous pouvez acheter chez les marchands de plantes en Europe. Les orchidées. Voilà, toutes ces plantes-là que vous avez, qu'on vous vend pour mettre dans des pots, que vous avez à la maison dans des pots. Là-bas, elles vivent sur les arbres, elles vivent très très haut. Il y en a certaines. Vous avez des lianes aussi qui sont accrochées là-haut. Vous avez toute une vie. Il y a des singes aussi qui vivent là-haut. Voilà, les oiseaux, c'est pareil, les perroquets, les toucans. Et donc, plus un arbre est vieux, plus il abrite un écosystème. C'est exponentiel. Par rapport à l'arbre, c'est exponentiel. Plus il est vieux, plus il est gros, plus il abrite de la biodiversité. Et c'est valable en France aussi. Plus un arbre est vieux et plus il est troué par le temps, par les arrachages de branches, parce qu'il y a une tempête, il y a une cavité qui s'est créée. Eh bien ça offre des refuges à chiroptères, à oiseaux. Voilà. Mais vraiment, il faut vraiment prendre ça en compte, c'est que plus un arbre est vieux, plus il offre de la biodiversité. Il y a aussi l'argument que plus l'arbre est vieux, plus il a une croissance importante et plus il a une capacité à stocker du carbone, donc à absorber du CO2. Mais complètement. Après, il y a des études, alors je ne sais pas d'où elles sortent parce que c'est pas des vraies études, qui traînaient il y a récemment sur les réseaux sociaux, comme quoi plus un arbre était jeune, et plus il était jeune, plus il était en capacité à grandir et plus il captait du CO2. C'est faux. Ce qui importe, c'est la masse foliaire d'un arbre. Plus vous avez de feuilles dans un arbre, plus cet arbre-là capte du carbone. C'est la masse foliaire, ça je le répéterai, je ne sais pas combien de temps encore, mais plus vous avez de feuilles dans un arbre, plus vous avez une captation de carbone. Parce que sous la feuille, il y a ce qu'on appelle des petites bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. On appelle ça des stomates. Et ces bouches-là, elles absorbent les cochonneries de l'air, notamment le carbone, et elles synthétisent tout ça. Elles font de la photosynthèse, et ensuite elles recrachent de l'oxygène. En gros, je schématise, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est quand même ça. Et donc, plus vous avez de feuilles, plus vous avez un amas de carbone et un rejet d'oxygène. Voilà, c'est simple. C'était ta première expérience avec l'Amazonie. Est-ce que ça a été un truc fort pour toi, quelque chose qui est révélateur? Souvent, ça laisse pas indifférent de se rendre dans les forêts tropicales. Alors, j'ai fait un audio de mon tout premier ressenti le matin où je me suis réveillé, où on quitte les grenouilles qui font des petits sons toute la nuit, parce qu'en fait on dort en plein air, on dort dans un carbet qui est ouvert des quatre côtés en fait, donc on est juste protégé par une toiture au cas où qu'il pleuve, mais en fait vous dormez dehors en fait. Et vous quittez le son des grenouilles, mais qui sont des grenouilles musiciennes, hein, c'est toute la nuit, et puis c'est un son, enfin moi c'est juste majestueux, ça berce. Et le matin, vous basculez vers ces espèces de cigales, là, on dirait des scies circulaires
de ciri mobile, hein, tellement que le son, il est strident, il est fort et tout, avec les oiseaux qui commencent à se mettre en place, vous entendez les singes qui passent d'arbre en arbre, parce qu'on dormait vraiment dans un endroit proche de la forêt. Et j'ai dit, là, il faut que j'aille faire un sonore et que je parle et que je dise ce que je ressens, quoi. Mais moi, je suis carrément ému, quoi, de ce qu'on peut arriver à entendre. Contrairement à nos forêts qui se raréfient en termes d'acoustique et d'audio au niveau de la faune et des oiseaux. Et nous, on a vraiment un effondrement, quoi, je veux dire. Et quand vous rentrez de Guyane et que vous... Bon, c'est sûr que je suis rentré à une période où les oiseaux ne sont pas très actifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est sans commune mesure. C'est juste impressionnant le volume sonore et la densité de tous ces insectes, de tous ces oiseaux, de toutes ces petites bêtes qui se promènent en forêt et tout. Tous ces sons-là cumulés, mais là vous voyez qu'il y a une vraie vie, une vraie richesse à l'intérieur de ces forêts. Et ces forêts-là, on doit les préserver obligatoirement, quoi. Alors bien sûr, on doit préserver aussi les forêts européennes, mais elles ont tellement été exploitées, nos forêts européennes, qu'elles en ont perdu cette richesse, quoi. Tu disais au début aussi que cette forêt, elle fait peur, quoi. Elle est mystérieuse, il y a énormément de menaces, etc. Et nous, c'est ce qu'on a ressenti le plus avec Charlotte quand on est allé Parce qu'on a vécu 4 mois en Amazonie, mais en Équateur. On n'a pas encore eu la chance d'aller en Guyane. Et au début, elle nous faisait beaucoup peur, cette forêt. Surtout qu'on nous mettait beaucoup en garde. On travaillait avec... les Quichua, qui sont un peuple autochtone équatorien qui vit plutôt du côté de l'Amazonie. On a été aussi au contact de communautés Waorani. Et en fait, c'est une forêt qui vraiment se mérite et il faut vraiment faire un effort. Nous, c'est ce qu'on a ressenti, c'est qu'il faut faire l'effort de sortir, l'effort d'être attentif à ce qui se passe et de ressentir et de ne pas paniquer. Et c'est là qu'on réussit vraiment à apprécier ce qui s'y passe, quoi. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Ces réflexes-là, on les avait très certainement il y a 500, 600 ans, je pense, même en Europe, on avait ces réflexes-là d'être attentif et vigilant parce qu'il y avait le loup, parce qu'il y avait des prédateurs. Mais en fait, on a tellement tout aseptisé au niveau européen qu'on peut se balader en forêt aujourd'hui. Bon, c'est rare quand vous vous faites agresser par un ours, par un loup, voilà. Mais du coup, ça vous force, quand vous retournez en Amazonie, ça vous force à refaire travailler votre cerveau reptilien. Et au bout de quelques temps, c'est vrai qu'on vous parle d'araignées, on vous parle de serpents, on vous parle du jaguar. Eh bien, tout ça, ça ne met pas en confiance, mais quelque part, c'est bien aussi parce que ça réveille, comme je disais, le cerveau reptilien et ça nous oblige à nous reconnecter à des croyances anciennes. Et je pense que ça ferait pas de mal à beaucoup de personnes d'aller un petit peu se reconnecter à ce monde-là, quoi. Je pense que si on le fait pas, on pourra pas déjà préserver la forêt amazonienne non plus, parce qu'on peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le b.a.-ba, je veux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart des Français, ils n'ont pas conscience qu'il y a de l'Amazonie en France. Donc c'est déjà la base. Oui, c'est ça. Mais je pense que la forêt guyanaise aurait tout le mérite. Elle serait plus, comment dire, si elle était gérée par les peuples autochtones, elle serait bien mieux gérée que ce qu'on est en capacité de la gérer, je pense. Donc cette forêt amazonienne qu'on a sur le territoire français de Guyane, il a un énorme potentiel de prise de conscience pour les gens. Maintenant, si on revient sur le territoire de France métropolitaine, on a aussi nos forêts. Alors certes, elles se sont appauvries en termes de biodiversité et on les utilise beaucoup pour leur bois également. Toi, tu es grimpeur arboriste et tu t'intéresses beaucoup à la place des arbres dans les villes et surtout à l'élagage. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de grimpeur arboriste ? Alors, c'est vrai que moi, je me suis rabattu sur les forêts un petit peu sur le tard, enfin avec le GNSA en tout cas, parce que je me suis aperçu qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais mon cœur de métier à moi, c'est travailler avec les collectivités ou les particuliers. Voilà. Mon métier, il est simple, j'ai envie de dire.
Et d'ailleurs, parfois, je suis compris par la profession et parfois je ne le suis pas. Bon, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais l'idée, c'est que ce qui importe, c'est qu'on prenne conscience que notre métier, euh, il est pas, on doit pas, on doit abattre les arbres qu'en dernier recours. C'est ce que je dis et qu'il est important de comprendre. On doit abattre un arbre s'il est diagnostiqué malade et dangereux, mais arrêtons d'abattre des arbres qui sont sains et qui pourraient encore jouer leur rôle. Parce que on sait tous très bien, on parle de réchauffement climatique du matin au soir, et la seule chose qui va nous pouvoir la seule arme que l'on a par rapport à ça, c'est le végétal sur la Terre. Après, il y a le phytoplancton dans les océans, qui est du plancton végétal, mais ça c'est autre chose. En tout cas, sur la Terre, ce qui importe, c'est le végétal. Et le moindre arbre aujourd'hui sur la planète compte. Donc voilà. Moi, je dis à ma profession, ne soyons pas attirés par un billet de 500, 600 euros, 1000 euros pour abattre un gros arbre. Parce qu'une fois qu'il est abattu, s'il a mis une quarantaine d'années à pousser, voire 50, 60 ans, c'est perdu, quoi. Tout ça, c'est perdu, quoi. Est-ce que ça vaut le coup pour 1000 euros d'enlever un arbre qui peut encore jouer un rôle important et qui peut rallonger un petit peu le mur que nos enfants vont prendre dans le visage si on fait rien, quoi. Voilà. Et donc, dans quelle situation un arbre est vraiment considéré comme dangereux et comment ça peut arriver en fait? C'est des maladies, Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est un petit peu comme nous, sans faire d'anthropomorphisme, mais c'est des attaques de champignons qui rendent l'arbre fragile parce que ce qui fait la tenue mécanique d'un arbre, c'est ce qu'on appelle la lignine. D'accord ? Il y a deux choses qui sont importantes, c'est la lignine et la cellulose. Voilà, il vous est déjà arrivé de vous promener en forêt et peut-être d'être devant un bout de bois au sol. Vous mettez le doigt dedans, vous arrivez à pousser le bout de bois, il est tout mou. Et ça, c'est que la cellulose qui vous reste. Et donc, la lignine a été mangée. Donc, nous, l'idée, c'est d'arriver à comprendre les mécanismes qui font que cet arbre est dangereux. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a un champignon qu'on appelle pathogène, un champignon lignivore, qui mange la lignine. Donc, il peut y avoir des risques d'arrachage. Ça peut être aussi des bactéries, ça peut être aussi des virus, ça peut être aussi des insectes xylophages qui mangent le bois. Peut-être notamment le grand capricorne du chêne qui fait des grandes galeries à l'intérieur et qui, à force de faire trop de galeries, mécaniquement peuvent déstabiliser l'arbre et le faire tomber. Mais voilà, un arbre n'est pas... Alors, tout dépend quelle essence. Il y a des arbres qui sont potentiellement immortels, puisqu'ils peuvent faire des descentes de cime, ce qu'on appelle le houppier qui se sèche d'en haut et qui descend, et puis en bas, vous avez des rejets qui repartent, et puis ça remonte, et vous revenez dans 100 ans, vous dites, oh, il est beau cet arbre, sauf qu'il a déjà fait une descente de cime, ça peut arriver, voilà, on a des arbres comme ça. Mais après, un arbre est soumis voilà, aussi aux insectes, aux champignons. Et moi, je ne fais pas d'acharnement thérapeutique dans mon travail. C'est-à-dire que je ne suis pas... je ne suis pas là pour dire il faut le faire vivre, essayons de tuer les insectes à l'intérieur parce que peut-être qu'il vivra plus longtemps. Non, les insectes, ils ont leur rôle à jouer. Les champignons qui mangent la matière ont leur rôle à jouer. Déjà, il faut savoir que les champignons, les insectes arrivent parce que l'arbre dégage dans l'air des molécules chimiques qui alertent les insectes et les champignons comme quoi l'arbre est en souffrance. Eh bien, les dégradeurs arrivent. Et c'est leur rôle de faire ça. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas de dégradeurs, eh bien, on n'aurait que des arbres secs sur pied, il y en aurait partout, il n'y aurait pas de matière organique au sol, il n'y aurait pas de vie microbienne du sol par la suite, parce que, voilà. Donc, tout ça, c'est important, mais chaque chose, chaque élément a leur rôle à jouer. Et il faut arrêter de croire que dans notre profession, on est là pour... Non, on accompagne, on regarde, on observe et parfois on prend des décisions. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je fais le moins d'intervention possible dans un arbre et je le laisse vivre sa vie parce que les arbres n'ont pas besoin, mais absolument pas besoin de nous. Notre métier, il est utile en milieu urbain pour sécuriser sur des parcs, sur des particuliers, chez des particuliers, si un arbre est dangereux. Après, sinon, notre métier, il n'a pas grande utilité, quoi. Voilà.
Tu disais tu es grimpeur et arboriste, donc il y a le grimpeur, le métier physique, quoi, mais tu te limites vraiment pas à ça. Tu as vraiment une expertise, une sensibilité à la fois à ton environnement, avec des compétences écologiques, enfin en écologie, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui fait ta sensibilité, pourquoi tu as ce contact avec les arbres? Euh, En fait, moi, j'ai vécu ici, là, sur ce lieu depuis tout petit. Euh, j'ai, j'ai, hum, Quand j'étais plus jeune, j'avais pas la possibilité d'avoir énormément d'amis ou de copains ici, quoi. Parce que je vis un peu loin de la ville. Donc, j'avais pas les moyens. J'avais pas de mobilette, j'avais pas tous ces trucs-là. Et du coup, moi, je me suis forgé un imaginaire en me promenant en forêt, en faisant des cabanes dans les arbres et en étant vraiment très raccord et très connecté. Je prenais ma chienne, je montais dans la forêt. Moi, j'aimais beaucoup ce film quand j'étais petit, qui m'avait beaucoup touché. C'était Jean de Florette, quoi. Et, euh, et voilà, c'était l'histoire de ce gamin qui part en forêt, et qui part dans la montagne, et qui vit plein d'expériences et tout. Et moi, tout ça, ça me fascinait, ça me plaisait, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est quotidiennement qu'on apprend des choses. Moi, j'apprends tous les jours. Moi, parfois, je peux être dans mon jardin à quatre pattes, en train d'observer un bousier qui pousse une déjection de mouton dans son terrier. Voilà. Après, on a cette sensibilité-là ou on l'a pas. Mais je pense que si on reste connecté à tout ça, si quand vous voyez une colonne de fourmis qui marche, eh bien vous y marchez pas dessus. J'estime que si vous la voyez, pourquoi y marcher dessus? Enfin, c'est la moindre des choses. Et tout ça, ça s'apprend sur le tas. Tout est connecté. Quand vous vous intéressez aux arbres, vous vous intéressez aux insectes, vous vous intéressez aux oiseaux, vous vous intéressez aux champignons, vous vous intéressez. Et puis une chose en entraîne une autre. Et c'est comme ça qu'en fait on se nourrit et on est riche de savoir parce que c'est parce qu'on est intéressé, parce que l'on voit et pourquoi on se pose des questions et on se renseigne, on lit. Et voilà. Et je pense qu'on a ouais, je ne veux pas faire une généralité, mais je pense qu'on a un appauvrissement culturel tellement grand aujourd'hui que il faut sortir les rames pour arriver à réparer les erreurs qu'on a faites. Si on n'apprend pas à nos gamins aujourd'hui quel est l'intérêt de telle et telle chose. Donc, ouais, il y a du taf, quoi, il y a du boulot. Ouais, donc du coup, on est sensible ou on l'est pas à la nature qui nous entoure et notamment aux arbres qui nous entourent en ville. Les gens, du jour au lendemain, ils peuvent ne pas remarquer que petit à petit, sans faire de bruit, tous les grands arbres disparaissent des villes. Et c'est quoi le problème aujourd'hui avec ces grands arbres en ville? Pourquoi on les fait disparaître? Pourquoi on les abat? Pourquoi on les entretient pas de la bonne façon? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est fou? Je pense que ça a toujours été, ça a toujours existé en fait. Sauf que c'était pas autant médiatisé. Mais des rénovations d'avenues avec des arbres qui tombent, je pense que ça a toujours été. C'est pas, voilà, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que notre association existe. Elle a pour but de dénoncer un petit peu tout ça et de dire que pourquoi ne pas travailler en bonne intelligence avec le végétal qui est déjà en place. Puisque la problématique qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les jeunes arbres que l'on plante, et l'erreur qu'on fait aussi, c'est qu'on prend toujours des arbres avec des grosses sections parce qu'on veut que ça ait un rendu visuel immédiat. Eh bien, ces arbres-là, ils sortent de pépinières et ils ont un système radiculaire, enfin de radicelle, qui est complètement déficient, quoi. C'est-à-dire qu'un arbre s'alimente avec des racines qui sont grosses comme les cheveux, quoi. Et plus les arbres ils sont gros, plus pour le transport, en fait, on sectionne les racines. Et on se retrouve avec des végétaux qui, par la suite, quand on les replante dans ces avenues, eh bien, on a beau les suivre à l'arrosage. Quand vous avez des étés caniculaires et qu'on dépasse les 40 degrés, un végétal n'est plus en capacité d'absorber, il ferme son système hydrique. Il n'est plus en capacité d'absorber du liquide. Ni par les stomates, ni par les poils absorbants, pardon, au niveau des feuilles, qui sont sous les feuilles, qui sont des tout petits poils, qui récupèrent la rosée du matin et tout ça, ni par le système racinaire. Et on a constaté déjà, ça fait plusieurs étés, qu'on constate que les aménagements qui ont été faits
eh bien, les hivers derniers, eh bien, tous les arbres, une grande partie des arbres sont morts. Parce que, en plus de cela, si on rajoute la restriction en eau qui va aujourd'hui à l'alimentation en priorité pour les citoyens, les espaces verts, on arrête de tout arroser. Eh bien, un arbre qui a été planté et qui n'est pas arrosé au printemps et à l'été, en fait, il meurt. Donc, c'est des sujets qui coûtent très cher, en plus, puisque c'est des sujets à plus de 2 000 à 3 000 euros. Quand même, il faut le savoir. Des sujets qui ont une quinzaine d'années, c'est 2 000 à 3 000 euros. C'est quand même l'argent du contribuable, on les met là et ces arbres-là, ils meurent. Donc, alors que si on avait gardé les anciens arbres qui ont un système racinaire puissant, qui sont capables de passer les étés caniculaires, eh bien, on aurait des lieux rénovés et avec des beaux arbres et des grands arbres qui joueraient leur rôle. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le BTP, ils ont pas l'habitude de travailler avec du végétal existant. Ça demande d'être précautionneux, ça demande d'être très, très précautionneux donc, au niveau du système racinaire. Et une pelle mécanique, elle préférera travailler dans un endroit qui est complètement où on a coupé tous les arbres et faire une fosse de plantation pour ensuite planter des jeunes arbres. Voilà. Et c'est ce modèle-là, le problème, c'est qu'il est toujours en train d'être actif, alors qu'on dit qu'on pourrait faire différemment, quoi. Ouais, c'est plus simple de repartir à zéro, on défonce tout, et plutôt que d'essayer d'enrichir ce qui est existant, quoi. Oui, c'est pas facile de dire on essaye de faire, de rénover... on essaye de rénover une avenue avec des arbres en place. C'est pas des choses faciles à faire, c'est sûr. Mais il y a plein de fois où on a alerté en disant mais on pourrait refaire cette avenue en gardant les arbres. Voilà, c'est dommage. C'est du temps perdu en fait. C'est vraiment du temps perdu, quoi. Donc ça, c'est pour un peu les rénovations des espaces verts. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on détruit les arbres existants. Mais aussi, on a un peu le sentiment que les élus ne veulent plus avoir à gérer des grands arbres et ils préfèrent sur une allée, dans le but d'une rénovation par exemple, on est en train de refaire le bitume d'une grande allée. Moi, je prends l'exemple de Saint-Maur, où il y avait toute une allée de grands tilleuls, peut-être pluricentenaires, au moins centenaires, énormes. Et puis au bout d'un moment, l'allée, on arrive sur la partie qui est rénovée, et il y avait autrefois un arbre tous les 10 mètres, et là on est passé à un arbre tous les 20-25 mètres, et surtout on est passé d'un arbre de plus de 100 ans à des petits plumeaux, et en plus d'espèces qui sont même pas locales, quoi. Des espèces qu'on n'a même pas réussi à identifier. Donc on dirait qu'il y a une volonté politique de vouloir se débarrasser des grands arbres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a aussi une grosse problématique au niveau des architectes, quoi. C'est-à-dire que on propose des projets aujourd'hui qui sont beaux, entre guillemets, sur le papier, quoi, mais après, au niveau du rendu et ce que c'est finalement derrière, on a beaucoup... nous, on dénonce aujourd'hui quand même beaucoup maintenant de places minérales. En plus, avec une minéralité, la plupart du temps, qui est grise, donc qui reflète en plus, qui réverbère la chaleur et les rayonnements solaires. Alors, si vous plantez en plus de ça des jeunes arbres dans des fosses avec au pied une minéralité claire, comme d'ailleurs devant la gare de Toulouse, il y a un chêne vert qui a eu ce qu'on appelle une échaudure. Une échaudure, c'est un craquement de l'écorce sur à peu près 1 mètre de hauteur, dû à la réverbération du soleil sur l'écorce, en fait. Et donc, ça fait éclater les écorces parce qu'il fait tellement chaud que l'arbre ne supporte pas. Donc, c'est vrai que c'est assez triste de voir qu'aujourd'hui, on a Vichy, pareil aussi, pour qu'il y ait une vision haussmannienne sur le casino, ils vont faire sauter 2 allées à droite et à gauche de marronniers pour que quand on arrive du fond, on puisse voir le casino. Et en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire parce qu'on dégage les espaces qui vont être soumis au soleil avec des surfaces minérales. Bien, j'ai envie de vous dire, les gens ils vont se promener complètement sur la gauche, sous les arbres. Ils ne vont pas passer en plein milieu, en plein mois d'août. Personne n'a envie de traverser une place minérale en plein mois d'août clair. Parfois, il faut même des lunettes de soleil tellement que ça fait mal aux yeux, quoi. Donc, j'ai envie de dire, ouais, il faut que les concepteurs, les urbanistes, les architectes, ils réfléchissent ensemble, quoi. Et qu'on donne d'abord la place au végétal
pour qu'il soit bien épanoui. Et ensuite, comment on peut aménager autour, quoi. Mais si on veut que les gens ne désertent pas les villes aujourd'hui, la priorité, je pense que ça va être vraiment de savoir comment nos villes vont être végétalisées, quoi. C'est la seule condition pour que les gens restent en ville. Parce qu'à force de bétonner, de bitumer, les gens fuiront les villes. C'est sûr, parce qu'elles le sont déjà. Elles sont déjà invivables l'été, quoi. On ne peut plus... les gens vont dans les parcs, les gens vont pique-niquer sous les arbres. À Paris, on peut prendre l'exemple de Paris, mais les gens vont dans les parcs. Ils ont besoin d'être sur de la pelouse qui est fraîche, quelque part, puisqu'on est sur du végétal. Et on est sur quelque chose qui absorbe les rayons solaires et qui est en capacité d'être quand même assez frais. Si vous mettez une serviette sur de la pelouse elle transpire, donc il y a de l'humidité qui sort même du gazon. Et en plus de ça, vous êtes sous un arbre, mais vous avez tout gagné. Mais personne n'aura envie d'aller manger ou d'aller pique-niquer dans un espace où il n'y a que du minéral, il y a très peu d'arbres, parce qu'on ne peut pas y vivre, tout simplement. Donc ces arbres, il faut vraiment les conserver, et d'autant plus en ville où ils sont encore plus importants. Pour tout ce que tu viens de dire. Et toi, justement, tu as une action militante là-dessus, notamment sur les villes de Mazamet, à Condom, à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as fait ça et pour quelles raisons, en fait, voilà. Je te laisse expliquer, en fait. En fait, juste pour continuer un petit peu là-dessus, en fait, quand vous avez un végétal une ombre portée d'un végétal sur du goudron ou du bitume, sur du goudron ou du béton, vous avez entre 30 et 40 degrés de moins. On a réussi à faire des relevés au thermomètre laser. Quand si vous n'avez pas d'ombre portée, vous avez entre 30 et 40 degrés de plus au sol. C'est ce qui est assez impressionnant. On a fait cure neuf quand même à Toulouse, sur une place qui devait être rénovée pour faire des tramways. Ils avaient abattu les arbres, on a mis un œuf sur le goudron. Et l'œuf a cuit en plein mois d'août. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de réflexion. Après, oui, des actions, ça a commencé à Mazamet. Après, il y a eu d'autres petites choses. Et puis après, on m'a appelé aussi à Condom pour aller pour un alignement de 26 arbres qui devaient être abattus sur des allées. Et puis de là, j'y suis pas arrivé. Et puis j'ai décidé de monter à Paris, parler à Madame la ministre dans un platane où j'ai passé 28 jours, accroché devant le ministère de la Transition écologique. Et puis là, bon, ça s'arrête plus, quoi, en fait. C'est sans fin, quoi. Il faut avoir le moral accroché parce que c'est tous les jours qu'on reçoit des alertes sur le téléphone. C'est tous les jours qu'on est dans une forme c'est très anxiogène, quoi, on va dire, quoi. Mais bon, après, à partir du moment où on se dit qu'on fait ça aussi parce qu'on a un petit garçon et que on a envie que les choses aillent mieux, c'est ça aussi le moteur, quoi, le moteur des choses. Voilà, soit on décide le matin de continuer sa petite vie tranquille et de faire comme s'il ne se passait rien, soit on décide de faire des choses. Je pense que la deuxième option, elle est quand même aujourd'hui primordiale, quoi. Ouais. Donc là, grâce à ces actions militantes qui ont été médiatisées, tu as réussi à toucher un public. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de communiquer sur l'abattage des arbres, la perte de biodiversité dans les villes, la perte de fraîcheur, tout ce que tu viens de nous expliquer? Le levier médiatique, il est important pour toi? Oui, le levier médiatique, j'ai la chance je suis passé un petit peu entre les mailles du filet, moi. Parce que la première action que j'ai faite à Mazamet, j'ai brandi un article de loi en disant qu'il existait un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement bonne santé. Et du haut de mon arbre, aux forces de l'ordre, je leur ai dit, voilà, il y a ça. Il y a cet article de loi, il existe, donc ces arbres-là, on ne les touche pas. Cet article de loi, il descend directement du ministère de la Transition écologique. Bon, là maintenant, il a dévié dans la loi 3DS, décomplexification, machin, bon, enfin tous ces trucs-là qui sont un peu bizarres, je trouve, voilà, que personne ne comprend au final. Mais au final, on a travaillé 3 ans avec le ministère pour que cet article de loi, en fait, il régresse. Ils ont rajouté le mot aménagement, et maintenant, on peut faire tomber des arbres avec l'accord du préfet, avec une dérogation accordée par la préfecture, et on peut voir ces arbres-là tomber, les arbres d'alignement. Donc en fait, j'ai fait du bruit, j'ai alerté, médiatiquement ça fonctionne,
C'est clair, on est sur les réseaux sociaux, on alerte, on fait du bruit, mais au niveau de la loi, on n'a rien gagné en fait, pas énormément gagné, quoi. Et voilà, et donc plutôt que de faire augmenter cet article de loi et de dire oui, c'est vrai, les arbres d'alignement, parce que il n'y a pas que les arbres dans les villes, hein, il y a les arbres en bordure de route, tout ce qui est alignement en bordure de route. Quand vous roulez avec votre voiture, vous êtes bien content de rouler sous une allée de platane parce que on n'a pas besoin de mettre la climatisation, donc on pollue moins. C'est un cheval de plus, la clim sur la voiture, hein, on le voit quand on enclenche la clim, on a une perte énergétique au niveau du moteur. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. La médiatisation aujourd'hui, elle fonctionne, elle marche et tant mieux. On se sert des réseaux sociaux que je déteste au plus haut point pour des points bien spécifiques, hein, notamment le nombrilisme, ça me fatigue. Mais par contre, pour s'en servir pour dénoncer des choses qui ont un sens, là ça a du sens, quoi. Et donc, oui, on a de la chance aujourd'hui médiatiquement de faire du bruit. On en profite, on s'en sert. Moi, j'ai la chance d'être écouté par les médias. Je réalise à quel point c'est une vraie chance, quoi. Parce que beaucoup de personnes aimeraient s'exprimer, aimeraient peut-être donner des points de vue à des moments sur des choses bien spécifiques. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire j'en profite. Je donne la parole aussi à des collectifs qui sont en galère. Je donne aussi la parole d'autres associations. On me demande de me déplacer parfois, donc cette chance que j'ai médiatiquement de faire du bruit, je ne peux pas la garder que pour moi, je dois la partager. Et la partager, c'est aller au-devant de collectifs qui sont en galère, ou d'associations qui sont en galère. Aujourd'hui, c'est mon rôle, c'est mon devoir même. Voilà. Et comme dirait Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Voilà. Ben, c'est exactement dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés finalement, puisque nous, avec Oiseau Bondissant, on a été appelés un petit peu à la rescousse par une association qui s'appelle Déjà Enat à Saint-Maur-des-Fossés. Donc nous, on habite dans le sud, mais on avait des contacts à Saint-Maur-des-Fossés. Et eux, ils étaient un petit peu désespérés de voir qu'un arbre, le plus bel arbre peut-être d'Île-de-France, un grand chêne de 400 ans, dans une propriété privée, était menacé. Donc nous, on est venu pour réaliser une vidéo pour expliquer au grand public pourquoi l'arbre était menacé, pourquoi il était important, pourquoi c'était important d'avoir des arbres en ville et leur rôle écologique, leur rôle sur la fraîcheur que tu évoquais tout à l'heure, le rôle sur la perméabilité du sol, le recyclage de l'eau, etc. Et aussi pour dénoncer le fait qu'on maquille aujourd'hui beaucoup le fait qu'on est en train d'abattre ces grands arbres ou de les tuer. Donc on les abat pas forcément, mais par contre on s'attaque à leurs racines, on construit très proches, on les rend trop accessibles et au bout de quelques années, 5-6 ans, l'arbre est en train de dépérir, mais on a oublié qu'on a construit un immeuble sur ses racines et donc on pense qu'il est tombé naturellement malade et puis tant pis. Et on pense pas que l'arbre a été tué par un immeuble qui est construit sur les racines. Oui, c'est la même problématique qu'on a eu au Champ de Mars. Moi, j'ai passé 11 jours accroché dans un platane à côté de la Tour Eiffel, il y a 1 an à peu près. 6 jours accrochés, 11 jours, donc 6 jours en grève de la faim. Hein, obligé de déclencher une grève de la faim pour essayer d'être reçu au niveau du ministère de la Transition écologique, au niveau du ministère de la Forêt. Bon, ceci dit, on nous a répondu sur des tweets que oui, on allait nous recevoir, que voilà, et au final, on n'a jamais été reçu. Voilà, bon, moi je vous dis la réalité des choses. Mais c'était la même problématique au niveau de ce platane, puisqu'il était prévu de construire au niveau de cet arbre une bagagerie qui était à peu près 9 mètres du système racinaire d'un des plus vieils arbres proche du Champ de Mars, de la Tour Eiffel. Un arbre qui avait été, en plus de ça, protégé par Gustave Eiffel lors de la construction de la Tour Eiffel, qui est plus vieux que la Tour Eiffel, hein, il était là avant. Et Gustave Eiffel avait donné des préconisations en disant ces arbres-là, on doit les protéger. Et vous vous retrouvez... alors, la Tour Eiffel, c'est 180 ans, non? C'est ça, la Tour Eiffel? Enfin bon, bref, peu importe, je ne me rappelle plus, 1880, il me semble. Et on se retrouve qu'au bout de plus d'une centaine d'années, quoi, un projet arrive en disant on va construire un truc au pied et on va
Voilà, et ça va impacter le système racinaire. Donc nous, on était là pour dire stop, quoi, parce que si vous faites ça, cet arbre meurt. Il n'y a pas photo. Vous coulez du béton au pied d'un arbre à 9 mètres, d'un vieil arbre qui a un système racinaire qui fait 35 mètres de rayon. Je ne vous parle pas du diamètre, je vous parle du rayon. 35 mètres de rayon, vous vous mettez à 9 mètres du tronc, c'est sûr qu'il est condamné. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on perd nos vieux sujets, parce qu'en plus cet arbre-là, il est sain, hein, pour l'avoir grimpé et pour avoir passé 11 jours dedans. Je peux vous assurer qu'au niveau sanitaire, il est très sain, quoi. Voilà. On entend beaucoup parler des platanes qu'on coupe le long du canal du Midi. Je pense qu'il y a une certaine banalisation en fait, de la taille des arbres aujourd'hui. Alors oui, il y a une banalisation. Les tailles drastiques sont arrivées fin des années 70-80. Début 80, on a commencé à tailler les arbres au bord des routes. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Les cordes, puis les nacelles sont arrivées, et puis là, ça a été la fête. Ça a été la fête de l'arbre, clairement, quoi. Et le problème, c'est que si vous taillez un arbre, c'est déjà au niveau mécanique, c'est très mauvais pour l'arbre. Vous faites des entrées de pathogènes, vous faites des entrées de maladies. Plus vous faites de plaies dans un arbre, plus vous le rendez à terme dangereux et vous accélérez la sénescence. Il y a aussi une manne financière, hein, quand même, qui est assez énorme, hein, puisque ces arbres-là, ils sont taillés tous les 4-5 ans, 5-6 ans même parfois. Et donc, c'est de l'argent qui est sorti en permanence. Et cet argent-là, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable. Les campagnes de taille dans les grandes villes, c'est à coût de milliers d'euros chaque 2-3 ans, quoi. Et cet argent-là, c'est l'argent du contribuable. Et je pense que ce serait plus judicieux d'utiliser cet argent ailleurs plutôt que de faire de la dégradation sur du patrimoine naturel et qui a tout son rôle à jouer, quoi. Donc, d'autant que c'est un cercle vicieux, puisque moi, ce que j'imagine comme taille, c'est dans les villes où on vient, par exemple, tailler tous les tilleuls ou tous les platanes en cubes. On vient avec d'énormes machines, on les taille en cubes. Donc on fait entrer des pathogènes, on affaiblit l'arbre, on diminue sa couverture de feuillage, et le tout, alors qu'on pourrait très bien peut-être les laisser se développer, et puis une allée d'arbres, tu vois, qui essayerait de se rejoindre au-dessus de la route, et du coup avoir un super couvert pour faire un peu des tunnels de fraîcheur pendant l'été. oui, moi, c'est l'idée que j'avais avancée, moi. J'ai toujours dit que dans les grandes villes où il y a des grandes avenues très larges, il suffirait plutôt que de planter côté gauche et côté droit sur des trottoirs où parfois on est obligé de guider les arbres parce qu'à un moment donné ils vont toucher les façades, ils vont commencer à abîmer les volets, et voilà. Et plantons une essence en plein milieu qui a un grand volume et qui a une grande hauteur et qui au final ne serait pas soumis au VRD, aux voies et réseaux divers, au gaz, à l'électricité, parce que parfois sur les terre-pleins centraux il n'y a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait travailler dans ce sens-là, ce qui permettrait d'avoir un arbre qui aurait une ombre portée de chaque côté de la route et qui pourrait même protéger les trottoirs. Alors, après, ce que vous parliez là par rapport aux tilleuls, il faut faire attention parce qu'il y a des arbres où on peut se permettre de les laisser repartir, notamment à Lyon, où j'ai passé pour un reportage, j'étais monté là-haut. Lyon, ils ont laissé repartir toute une allée de platanes, mais parce que le platane est une essence qui supporte la taille drastique et qui supporte le fait qu'on puisse les laisser repartir s'ils n'ont pas été trop abîmés, si les charpentières ne sont pas trop abîmées. Mais la problématique des arbres comme les tilleuls, comme les arbres à croissance rapide, tilleul, bouleau, le saule, ces arbres-là, si vous mettez le doigt dans l'engrenage de l'étêtage ou de la taille, vous êtes obligé de les retailler. Parce que leurs branches n'étant plus ancrées à cœur, si vous les laissez repartir en port libre, moi, j'ai vu des charpentières de 20 cm de diamètre qui faisaient entre 15 et 20 mètres de hauteur se détacher d'un tilleul qui avait été taillé drastiquement il y a une vingtaine d'années par grand vent, par grande pluie, ce qui triple le poids du feuillage quand vous avez de l'eau sur les feuilles. Eh bien, j'ai vu des grandes charpentières de 15 mètres de long s'arracher et tomber directement dans les jardins d'un privé, quoi. Donc là, la solution elle est simple, c'est on remet la tête à zéro à l'arbre parce qu'on n'a pas le choix. Donc si vous avez des arbres comme des tilleuls par exemple, surtout ne les taillez pas parce que si vous faites cette erreur-là, vous allez être obligé de les retailler, quoi.
Voilà. Ça met l'emphase sur le fait que les élus, en tout cas ceux qui s'occupent de ces espaces verts, de ces arbres, il y a d'autant plus un besoin de formation, puisque s'ils prennent la décision une fois de tailler ces tilleuls, par exemple, l'arbre il est condamné à toute sa vie à être taillé, sinon il est trop dangereux, quoi. C'est exactement ça. Et parfois, la problématique, c'est que c'est une prise de décision des élus, qui sont soit du maire, soit du maire adjoint ou j'en sais rien. Mais c'est pas souvent une prise de décision du chef des services techniques au niveau des espaces verts. Parce que lui, il a une compétence au niveau de l'arbre, il sait de quoi il parle. Et bien souvent, quand il y a des décisions qui sont prises, c'est contre l'aval du chef de service des espaces verts. Parce que lui, il sait très bien les conséquences que ça va avoir. Et le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que quand vous êtes employé de mairie, que vous êtes chef de service dans une mairie, eh bien, si vous allez contre l'avis du maire, eh bien, si le maire il est élu pour 5 ans, ben pendant 5 ans, vous pouvez risquer d'être mis au placard. Parce que c'est le maire qui décide. C'est triste, mais c'est comme ça. Je le dis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu dans une mairie. Mais bien souvent, c'est ça. Et vous avez beau alerter, ben non, si ça passe pas, ça passe pas. Et le problème, c'est qu'ensuite, sur le terrain, eh bien, ce sont les pauvres employés des espaces verts ou le chef de service qui, au niveau des citoyens, va en prendre plein la figure, puisqu'on va lui dire, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi? Mais oui, mais bon, c'est pas moi qui l'ai décidé, quoi. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire aux élus, vous avez des chefs de service qui sont compétents, écoutez leurs paroles. Si vous dites qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Mais le problème de l'arbre, c'est que tout le monde a son mot à dire. Tout le monde a vraiment sa vision et tout le monde... non, mais il faut les tailler, ça leur fait du bien. Là, il faut couper cette branche. Non, mais là, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, quand vous entendez ça, mais même parfois, moi, j'ai affaire à des clients qui me dicteraient mon métier. Si vous allez chez votre dentiste, je ne sais pas si vous allez lui dire quel appareil il va falloir qu'il prenne pour vous trouer la dent, quelle matière il va falloir qu'il mette pour boucher la carie. Non, là, vous ne pouvez pas parler, donc c'est pratique. mais vous vous amuseriez absolument pas à remettre en cause soit votre médecin, soit votre dentiste. Mais on se permet de remettre en cause des professions, des personnes qui ont vraiment une vraie connaissance de l'arbre, quoi. Et ça, c'est dommage, quoi. Encore faut-il identifier les personnes qui ont une vraie compétence, puisque visiblement il y a un vrai manque de savoir-faire, de compétences, de formation dans le métier du paysagisme et dans les BTP, quoi. C'est ce que tu disais. C'est Ouais. pour faire du beau, pour faire de l'architectural ou du symétrique ou je sais pas quoi, et ben on va tout flinguer pour refaire, ou alors faire à son idée juste dans l'esthétique, choisir des essences un petit peu au hasard juste parce qu'elles sont belles alors qu'elles sont peut-être exotiques et qu'elles n'ont aucun pouvoir d'accueil de la biodiversité, des choses comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a du vrai dans ce que tu dis. Il y a aussi ce qui est triste aujourd'hui. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller acheter une tronçonneuse, vous pouvez aller acheter une nacelle, et vous pouvez monter votre boîte en tant qu'auto-entrepreneur et vous pouvez aller faire du massacre chez n'importe qui. Alors que pour couper les cheveux, vous avez besoin d'un CAP. Et je n'arrive absolument pas à comprendre aujourd'hui sur quelque chose qui est mais tellement fondamental pour notre survie qu'on puisse se permettre de valider et de faire travailler des gens qui n'ont aucune compétence sur l'arbre. N'importe qui peut acheter le matériel et se revendiquer élagueur ou compétent pour abattre des arbres, alors qu'un coiffeur, il peut très bien, il peut pas exercer son métier sans avoir la formation, sans avoir un CAP. Et puis aussi, ces personnes qui abattent des arbres, ils peuvent tout de suite mettre protection de l'environnement, entretien de la nature sur leur camion. Oui, c'est exactement ça. Il y a plein de noms sympathiques qui fleurissent sur les véhicules. Après, derrière, le travail qui est fait, ça laisse parfois un peu à désirer, quoi. Après, je dis pas, il y a pas que du mauvais. Il y a des entreprises qui sont très respectueuses. Moi, je connais des arboristes grimpeurs qui cautionnent à 200% ce que je fais. Et qui ont rejoint le GNSA aussi, et qui ont envie de faire évoluer les choses, et qu'on puisse travailler en bonne intelligence avec l'arbre, quoi. Donc voilà, mais après, il y a toujours...
Bon, après, Paris, c'est pas fait en un jour, hein. Il faut le temps que les choses changent, que les mentalités évoluent. Voilà, déjà. Faut pas que ça prenne trop de temps non plus, hein, parce qu'un coup de, un coup de tronçonneuse sur l'arbre, c'est fini il y a 300 années. Enfin, moi, ça me scandalise. C'est pour ça aussi qu'on est content de faire cette interview avec toi, c'est que on en voit des arbres être abattus sans arrêt, notamment le long du canal du Midi, ça fait de la peine à voir. Et on se dit, ces arbres, ils ont des centaines d'années, et puis tu te balades un jour, tu rentres chez toi, tu te couches, tu retournes le lendemain matin, parce que nous, on promène les chiens, et puis il n'y a plus rien, quoi. Donc, c'est tellement facile, donc il faut vite que les mentalités elles changent, parce que sinon, ça va être trop tard si on se réveille. Oui, après, là, on est sur une problématique d'un champignon qui évolue. Voilà, après, c'est sûr que la mondialisation, elle a favorisé aussi l'accélération des agents pathogènes sur les végétaux. Et on y est pour beaucoup. Ce qui se passe sur le canal du Midi, ça ne se serait peut-être pas passé si... alors, c'est suite à des caisses de munitions américaines qui ont été déposées et qui ont... voilà, qui étaient infectées par cette maladie et qui ensuite se sont propagées. Bon, voilà. Mais on est souvent les acteurs des problématiques. On est même parfois tout le temps à la base des problématiques. Parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète, parce qu'on voyage beaucoup et qu'on accentue on accentue les maladies. Bon. Après, c'est sûr que faire marche arrière maintenant, c'est compliqué, mais par contre, en prendre conscience et essayer de réfléchir différemment et de faire un peu attention à ce qui reste, je pense que ça, c'est la moindre des choses. Et là, nous, on est allé te voir une fois sur un chantier le long du canal du Midi, pas pour abattre des arbres, bien sûr, mais pour mettre des nichoirs pour les oiseaux, pour compenser tous ces arbres qui sont abattus et qui étaient des niches écologiques importantes pour beaucoup d'oiseaux et de chauves-souris. Mais tu nous as dit, je crois qu'il y a une campagne d'abattage d'à peu près 28 000 platanes le long du canal du Midi. 40 000. Ah ouais, 40 000, bon, encore pire. Et donc là, on les abat, c'est particulier, c'est ce que tu disais, c'est un champignon, c'est le chancre coloré. Et pour éviter que tous les arbres soient infectés, on fait de l'abattage préventif et on coupe quasiment tous les arbres le long du canal du Midi. Quelle est ton opinion là-dessus ? Est-ce que c'est logique de faire ça ? Est-ce qu'on doit avoir cette logique comme avec les canards et les canards d'élevage et la grippe aviaire et d'abattre tous les canards pour être sûr qu'il n'y en ait aucun qui tombe malade ? Ou est-ce qu'on pourrait essayer de trouver, laisser faire la nature et que les arbres trouvent eux-mêmes une résistance ? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne laisse pas le temps à la nature d'essayer de trouver une parade pour peut-être mettre en place des barrières chimiques pour lutter contre ce champignon. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ce champignon, il est très actif et il va très vite. C'est l'affaire de quelques années, hein, le chancre coloré. C'est à partir du moment où un arbre est infecté. Et en plus de ça, ils ont le système racinaire carrément dans l'eau. La propagation du virus dans l'eau, elle est beaucoup plus rapide que si on était sur de la terre humique. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir du préventif, des arbres qui ne sont pas encore atteints, mais toujours avoir cette marge de sécurité, quoi. De part et d'autre d'un arbre qui est chancré, c'est sûr qu'il y a des dizaines d'arbres qui tombent, quoi, de part et d'autre d'un qui est malade. Voilà, après, on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas s'occuper de tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à dire que on ne laisse pas le temps, l'arbre, peut-être qu'il y en a un qui va peut-être un jour trouver une parade pour se dire cette maladie, j'ai réussi à la surmonter, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à part abattre les arbres en préventif ? Est-ce qu'on replante la même quantité ou est-ce qu'on en replante un peu plus ? Parce qu'il faut aussi réaliser que replanter même deux petits arbres en ayant abattu un gros arbre, ça n'a rien à voir en termes de services écosystémiques, recyclage de l'air, etc. Oui, là c'est sûr que c'est des sujets. Si ces arbres-là ont 100-200 ans, il faudra avoir un arbre qui a la même masse foliaire et qui a le même volume au bout de 100 ou 200 ans pour avoir le même rapport. Mais ce temps-là, on ne l'a plus.
Après, la problématique aussi, on la connaît toutes, hein, c'est qu'à travailler sur de la monoculture, eh bien, quand on est malade, c'est tout qui est malade. C'est le principe du champ de maïs. Hein. Si vous mettez que du maïs, quand un épi est malade, eh ben, c'est tout le champ qui est malade. Ensuite, voilà, il faut traiter, il faut faire plein de trucs. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs essences qui ont été replantées sur des linéaires. Certes, on est sur de la monoculture, mais sur des linéaires très courts. Donc c'est une même essence sur un linéaire très court, puis ensuite on passe sur une même essence sur un linéaire très court. Et c'est sûr que s'il y a une de ces essences parmi qui est malade, eh bien, elle propagera pas la maladie à l'essence d'à côté qui ne sera pas la même. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce qu'aujourd'hui, légalement, les élus ou les particuliers, ils peuvent abattre un arbre comme ça sans l'intervention de la justice, sans rien demander à personne? Là, on parle sur terrain privé ou terrain public? Je veux bien un exemple pour le terrain privé et public. Alors, en France, si vous avez un arbre dans votre jardin, vous n'êtes pas du tout dans l'obligation pardon, de demander à la municipalité d'abattre un arbre dans votre jardin. Tous les arbres qui sont dans votre jardin aujourd'hui, c'est légal de les abattre sans demander d'autorisation. Et c'est là où on trouve ça dommage parce qu'en Suisse, en Allemagne, vous devez demander l'autorisation au maire pour abattre un arbre dans votre jardin. Et je trouve ça bien quelque part parce que ça évite que peut-être que vous avez une mamie ou un papy qui est seul, qui n'a pas de descendance et qui va mourir et qui ne sait pas que va devenir sa propriété, qui est attaché peut-être à des arbres qui étaient là depuis son arrière-grand-père et tout. Du coup, vous avez peut-être un papy ou une mamie qui a une maison et qui est sur un terrain familial où son arrière-grand-père a planté des arbres et qui du coup se retrouve avec un patrimoine arboré qui est magnifique. Et à sa mort, cette personne-là, elle n'a aucune certitude qu'une fois que la maison sera vendue, les arbres ne vont pas être coupés. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'ORE, l'obligation réelle environnementale. Et notamment quelqu'un qui est bien placé pour parler de ça, c'est Benoît Archtenstein, qui est un notaire et qui parle de plus en plus dans les médias et qui met de plus en plus en avant cette obligation réelle environnementale qui va protéger en tripartie les arbres dans votre jardin. C'est-à-dire qu'ils sont protégés pour 99 ans. Alors vous allez me dire 99 ans à l'échelle d'un arbre, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais du coup, ça se fait entre la municipalité, une association environnementale et les acheteurs. Et donc, il y a un regard de l'association environnementale pour que les personnes qui achètent cette maison ne fassent pas n'importe quoi avec les arbres. Je trouve que c'est déjà une grande avancée, quoi. Voilà. Et d'un point de vue public, notamment, tu parlais avec les arbres d'alignement, est-ce que les municipalités elles peuvent se permettre d'abattre des arbres comme ça sans demander la permission à qui que ce soit? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, théoriquement, pour tout ce qui est arbre d'alignement, il faut une dérogation du préfet, dérogation qui bien souvent est accordée. Donc voilà, c'est là où on n'a pas gagné grand-chose. C'est là où on n'a pas gagné grand-chose sur l'article L350-3. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'ils sont quand même plus regardants, ils font quand même plus attention maintenant à ce qu'ils font, notamment les arrêtés d'abattage qui doivent être affichés 2 mois avant sur site. Et voilà, c'est sûr qu'il y a le regard des associations, notamment le groupe national de surveillance des arbres. On est très vigilant à ça aujourd'hui. Et il y a quand même une vraie levée de bouclier aujourd'hui des citoyens quand on décide d'abattre des arbres dans les avenues. Moi, cette levée de bouclier, il y a 4 ans, avant que le GNSA existe, on n'en entendait pas forcément parler, quoi. On entendait parler de temps en temps dans un journal comme quoi une personne s'était accrochée à un arbre parce qu'elle ne voulait pas, ou des gens s'étaient un petit peu... mais c'était vraiment pas quelque chose qui était médiatisé. Aujourd'hui, quand un élu veut abattre un alignement d'arbres, vous avez obligatoirement des gens dans la ville qui sont contre. Et ça se sait médiatiquement, de par le GNSA, de par la presse et les médias, peut-être parfois la télé. Et c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué pour les élus de faire n'importe quoi, en fait. Voilà.
Justement, s'accrocher aux arbres, alerter, protester, etc. C'est un peu ce qui t'a fait le plus connaître. Est-ce que tu peux nous raconter, pas la première action que tu as faite à Mazamet, ni la seconde à Condom, mais plutôt celle qui a eu le plus de retombées médiatiques, c'est-à-dire la fois où tu as passé 28 jours dans les platanes en face du ministère de la Transition écologique? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'était en réaction à des abattages qui devaient être faits à Condom, 26 platanes pour refaire une allée. Et donc, j'ai passé un mois à Condom, je voyais que j'arrivais pas, j'avançais pas, et puis j'en avais marre, pardon, de faire du bruit médiatiquement au niveau régional, au niveau départemental, ça me fatiguait. Je pense que si on s'accroche à Paris devant le ministère de la Transition écologique, c'est clair que les médias, ils vont tous être là, quoi. Ouais, parce que personne ne s'intéressait vraiment à ce que tu faisais au niveau des journalistes, ils n'avaient pas de sujet porteur, quoi. Ben, disons que c'était pas très médiatisé, le fait de défendre les arbres dans les villes. Et aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas un article chaque été, là, le printemps va arriver, la chaleur va arriver, on va être appelé de partout pour nous dire, Monsieur Bryce, que vous pouvez nous donner votre avis sur les arbres, qu'est-ce qu'il faut faire dans les villes et tout. En fait, on répète les mêmes choses chaque année maintenant, mais tant mieux. Mais ça n'existait pas avant, quoi. Et je pense que les citadins aujourd'hui, voilà, ils sont alertés de l'urgence de préserver les arbres dans les villes. Parce qu'on sait très bien que s'il fait chaud, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Voilà. Donc, oui, donc cette action elle a été médiatisée grandement, hein, 28 jours dans un platane. On a essayé de me déloger, on n'y est pas arrivé. Bon, après, c'est mon métier. Sortir, j'ai envie de dire, un singe d'un arbre. Les déplacements dans les arbres, c'est mon quotidien. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui monte dans un arbre, qui reste accroché à une branche avec les deux mains, comme ça, et qui est figé, et qui ne bouge plus, quoi. Enfin, moi, me déplacer dans un arbre, c'est mon travail, quoi. Je veux dire, donc c'est plus compliqué pour sortir quelqu'un comme moi, quoi. Et puis, voilà, j'ai pas hésité à dire aussi que si à un moment donné, ils m'envoyaient les pompiers et tout, je me décroche et que je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un mort sur la conscience à 17 mètres de hauteur, décroché en haut d'un platane. Parce que si on glisse, on finit au sol, on est foutu, quoi. Ouais, et puis tu avais saisi le jeu de la communication, c'est-à-dire que tu disais, bah, si vous commencez à essayer de me faire... si vous commencez à grimper dans l'arbre, bah, moi je grimpe plus haut, et puis petit à petit les branches sont trop fines, donc ça va tomber par terre, et puis des branches cassées juste devant le ministère de la Transition écologique, avec un bonhomme qui est coincé en haut de l'arbre. Ça fait désordre. Voilà. Oui, voilà, mais bien sûr, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit dans le film et c'est ce qu'il dit dans le livre. Après, moi, vous savez, moi, je dis tout dans la bienveillance aux gens. Je suis pas là pour les pompiers, encore plus les pompiers. Le pauvre type, il s'appelait Alexis, ce pompier, je me rappellerai, il était sympa. Voilà, j'ai clairement échangé avec lui. Je lui ai dit, Alexis, t'as des enfants? Il me dit oui. Bah, j'ai dit, ben voilà, je dis, je suis là pour eux. Voilà, je suis sécurisé, n'aie pas peur, j'ai un harnais. Bon, je l'ai mis en. Ben, lui, il m'a dit, quoi qu'il en soit, moi j'ai une mission, j'ai un ordre, il faut que je te fasse descendre. Ben, j'ai dit, écoute, essaye-le, mais ça va être compliqué, quoi. Après, voilà, bon, c'est sûr que ça s'est vite arrêté. Ils m'ont laissé là-haut pourrir dans l'arbre pendant 28 jours. J'ai pas du tout eu de retour du ministère, j'ai rien eu. Enfin, je sais pas. La moindre des choses, il me semble que ce serait quand même de dire, bon, il y a un gars dans l'arbre, on va quand même écouter les doléances, ce qu'il a à nous dire. Ça fait du bruit médiatiquement. Enfin, ça aurait quand même été plus porteur pour le ministère au tout début de ces actions-là de me recevoir. Qu'est-ce que ça leur coûtait de prendre 1 heure ou 2, d'écouter ce que j'avais à leur dire et de dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Ça aurait peut-être rien changé aux choses. En même temps, voilà, je ne veux pas être médisant, mais vu la tournure environnementale et... que le gouvernement actuel a, la prise de conscience environnementale, bon, je ne m'attends pas à des miracles. Hein, en 4 ans de travail avec eux, bon, voilà. C'est mon avis personnel, mais je le dis parce que j'ai travaillé avec eux. Mais voilà, après, moi, je suis là pour dire les choses. Je ne suis pas là pour embêter, moi, je suis là pour alerter sur la problématique des arbres. Les arbres sont en haut de la pyramide. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, quoi. S'il n'y a pas d'arbres sur la Terre, il n'y a pas possibilité de vivre pour l'être humain, pour les animaux, pour les fleurs, les insectes. Il n'y a aucune possibilité pour nous de vivre. L'arbre est en haut de la pyramide. Et je le dis, je le répète, si on n'en prend pas conscience aujourd'hui, on va droit dans le mur. C'est que le végétal qui est important, quoi. Que le végétal. Sur la Terre, hein. Après le phytoplancton dans les océans, c'est encore autre chose. Ça, je l'ai dit, mais voilà. Mais vraiment, quoi. Il faut se mettre ça dans la tête, quoi.
Et ces 28 jours dans l'arbre, ils ont quand même fini par se solder par un petit rendez-vous avec Elisabeth Borg, donc, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce rendez-vous ? Alors, il a été arraché au forceps, quand même, hein, il faut le savoir. C'est au bout de 4 ou 5 mois de relance, après être descendu, que j'ai été reçu au ministère pour travailler avec eux. Bon, en soi, c'est bénéfique, ce qui s'est passé. Mais comme je vous expliquais, le problème, c'est qu'on a fait régresser cet article de loi et qu'on en est au même point aujourd'hui, et qu'on continue à voir tomber des arbres d'alignement qui pourraient jouer leur rôle, on pourrait rénover les avenues. Ça n'empêche pas de rénover, mais essayer de garder les arbres. Voilà, c'est tout. Après, voilà, Elisabeth Borne, elle a tweeté comme quoi le combat que je menais était juste, qu'elle le comprenait, et que, voilà. Bon, et après, les mots, c'est des choses, et les actes derrière, ça ne suit pas forcément, quoi. 28 jours dans un arbre pour un tweet, c'est dur, c'est pas beaucoup payé, quoi. Oui, après, ça me permet aujourd'hui d'être là, comme je vous dis, de faire du bruit médiatiquement, de m'exprimer dans les médias, d'avoir un poids de parole conséquent. On peut pas gagner sur tous les tableaux dans les actions, on perd aussi beaucoup. Moi, j'ai perdu au niveau familial, voilà, j'ai ma famille qui a explosé. Mais on gagne sur d'autres plans, et à mon avis, qui est un plan qui n'est pas des moindres, quoi. Voilà. Et sur le sujet plus professionnel que personnel, quand tu passes 28 jours dans les arbres, enfin dans l'arbre, ça fait 28 jours où tu gagnes pas d'argent, parce que tu l'as dit, tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, donc quand tu travailles pas et tu gagnes pas d'argent, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de congés payés, tu n'as pas d'arrêt maladie. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir ? Et aussi, est-ce que cette réputation que tu as acquise aujourd'hui de défenseur de l'environnement, est-ce qu'elle te porte pas préjudice dans ta profession ? Alors, je vais finir par la dernière question. Elle ne me porte pas du tout préjudice, c'est parce que tout le travail que j'ai aujourd'hui, c'est parce que les gens m'appellent parce qu'ils savent que j'aime les arbres. Et c'est des choses que j'explique en profondeur à tous les grimpeurs arboristes et à toutes les personnes qui font ce métier-là. Continuez à faire, entre guillemets, parfois de la merde, et vous ne travaillerez plus à terme. C'est aussi simple que ça. Mais si vous êtes en capacité de montrer aux gens que vous aimez les arbres, que vous êtes en capacité de trouver des solutions, parfois pas forcément pour abattre, mais peut-être faire de l'aubanage. Si les personnes ont peur que les branches cassent, moi aujourd'hui je préconise beaucoup l'aubanage. C'est un auban synthétique qu'on met d'une branche à l'autre dans le houppier, qui dure une dizaine d'années. Ça sécurise les gens en disant mais si la branche casse, elle est tenue. On peut faire autre chose, on peut faire différemment. Ça, c'est une certitude. Bien sûr, quand je fais des actions, je ne gagne pas d'argent. Mais après, ça, c'est un choix personnel. Est-ce que parfois, c'est pas plus, c'est pas plus avoir plus de lucidité de dire, bien, aujourd'hui, je préfère pas gagner d'argent et aller défendre ces arbres-là ou cet alignement ou cette forêt parce que plus tard, il faudra respirer mon fils, plutôt que de me dire, cette semaine-là, je vais gagner 1 000 €. J'ai clairement réduit mon activité professionnelle en termes financiers. C'est un choix, c'est une volonté que j'assume pleinement. Je m'aperçois aussi que finalement, on peut faire avec moins. Moi, c'est juste une question d'adaptation, de se dire que on est moins matérialiste, on est moins consommateur, on s'en sort pas plus mal. Ma maison, elle est payée, tout est payé. Maintenant, le reste, c'est payer la scolarité de mon fils, les quelques assurances de la maison, des voitures décidées là. Mais je me sens tellement plus légitime à partir sur une lutte, à dénoncer des choses, plutôt que de me dire parfois je me lève pour aller travailler. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut... j'aime mon métier, c'est difficile de me dire parfois aussi de ne pas aller travailler, parce que j'aime mon métier, j'aime ce contact avec les clients, j'aime l'approche que je leur apporte, j'aime le fait qu'ils aient envie de travailler avec moi parce qu'ils ont entendu parler de moi aussi, parce que ce que je fais, ça leur plaît, parce qu'il y a aussi un côté, une petite fascination de ce gars-là, il fait du bruit et tout, voilà. Mais tout ça, ça me plaît. Mais il faut jongler entre les fins de mois, où il faut un peu d'argent quand même, et les luttes qui parfois, à mon avis, sont primordiales et où on ne peut pas passer à côté, quoi. Et pour les gens qui se demandent en écoutant ce podcast,
comment identifier dans leur ville ou comment mettre en place les bonnes pratiques envers les arbres? Est-ce que tu aurais quelques conseils? Les bonnes pratiques envers les arbres, déjà comme je dis, théoriquement les employés, les chefs des services des espaces verts, ils sont formés à ça, ils connaissent bien l'arbre, ils ont fait des études là-dedans. Après, si on passe sur des petits villages où c'est sûr que parfois au niveau communal, celui qui tonde, qui va pousser la tondeuse, eh bien, un quart d'heure après, il va aller changer une ampoule dans la salle des fêtes. Ce sont des employés communaux polyvalents qu'on appelle. Mais dans des villes un peu plus structurées, il y a des personnes qui ont les capacités à avoir cette réflexion pour et dire aux élus, on doit faire comme ça et comme ça pour préserver les arbres. Les bonnes pratiques, elles sont simples. Vous plantez un arbre aujourd'hui, il faut planter le bon arbre au bon endroit. Voilà, c'est pas compliqué, ça va être simple, rapide. Si vous réfléchissez à planter le bon arbre au bon endroit, vous n'avez pas à le tailler, vous n'avez plus à l'entretenir, hormis le fait quand même de lui donner à manger de la matière organique et pas d'engrais chimiques pendant les premières années, de bien le suivre à l'arrosage. Voilà, et encore que c'est compliqué parce que comme je vous ai dit, plus les étés sont caniculaires et plus les arbres, on a du mal à les garder avec nous. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est vraiment planter le bon arbre au bon endroit et ne rien faire. Et ça coûte 0 € aux contribuables. Voilà, c'est tout bénef. Voilà. Ouais. Ne rien faire en faveur, mais ne pas mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte aussi. Ne pas étouffer les racines, ne pas imperméabiliser le sol. Voilà. Oui, tout ce qui est mis en œuvre pour le bien-être de l'arbre, bien sûr. Parce que souvent, on a toujours tendance à regarder le haut d'un arbre, mais ce qui est le plus important au niveau d'un arbre, c'est le système racinaire. Quand même, parce que c'est son ancrage mécanique. C'est là où il va y avoir des échanges entre ceux qui ont de la chance en étant dans les villes d'avoir un phénomène de mycorhize, c'est-à-dire d'être associé à des champignons. Les arbres qui n'en ont pas, ils sont plus en souffrance puisque les champignons donnent des oligoéléments, des acides aminés, des minéraux à l'arbre et en contrepartie, l'arbre donne des sucres aux champignons. Donc il y a de la matière quelque part que l'arbre ne récupère pas s'il n'est pas mycorhizé. Mais vraiment, ce qui importe avant tout et ce qu'on oublie, c'est le système racinaire des arbres. Ça, c'est primordial, quoi. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on tente de faire le résumé des bénéfices qu'on a d'avoir des arbres, de préserver des grands arbres dans les villes. Les bénéfices, ils sont simples, c'est-à-dire vous avez une oxygénation massive quand vous avez des grands arbres. Si vous promenez dans un grand parc arboré et densifié, vraiment avec beaucoup d'arbres, vous avez ce sentiment de bien respirer, même si autour de vous, c'est bourré de pollution et de voitures. Les arbres, c'est un amas de carbone. C'est tout simplement toutes les déjections et les pollutions qui sont les pollutions atmosphériques, c'est capté par l'arbre, c'est ce qui en fait son squelette. C'est qu'un amas de carbone. Quand vous voyez du bois, un arbre, du bois, tout ça, c'est un amas de carbone, de cochonneries qu'on rejette dans l'air. C'est un véritable humidificateur d'air puisqu'un arbre transpire. Donc ça, c'est important de le savoir. On se sent bien sous un arbre quand on mange sous un arbre parce qu'un arbre transpire. C'est des micro-gouttelettes d'eau que vous recevez sur votre peau et sur votre visage et partout. Et cette humidité-là, vous la ressentez obligatoirement, quoi. Et puis, ça permet aussi de réguler la température puisque ça évite d'avoir le sol qui se réchauffe. Quand vous avez une ombre portée d'un arbre au sol, le sol ne se réchauffe pas. Et puis toute la biodiversité à l'intérieur, les oiseaux, les chiroptères, tout ça, les écureuils, tout dépend de l'endroit où il est. Mais... Sans parler du bien-être ressenti, de voir toute cette verdure. Oui, tout à fait. Il y a des études qui ont été réalisées. Les personnes qui guérissent, qui ont une chambre d'hôpital qui a vu sur des arbres ou sur de la forêt, guérissent plus vite que les personnes qui ont vu sur des immeubles. Et il faut savoir aussi que ça permet aussi il y a moins d'incivilité quand il y a des arbres dans les villes. Il y a moins d'actes, je cherche le mot, d'actes de vandalisme ou d'actes d'agression envers les personnes parce que du coup, quand on est dans du vert, la couleur verte, en fait, elle est très apaisante.
et vous prenez peut-être des gamins un petit peu perturbés, qui ont des vies difficiles, peut-être dans des quartiers un peu difficiles, vous amenez une après-midi en forêt. En fait, ils reviennent en ville calmes, apaisés, sereins, parce que dans l'air que dégagent les forêts, il y a ce qu'on appelle des phytoncides, qui sont des molécules. Une fois qu'on les respire, en fait, on rehausse le système immunitaire de 50%. Une demi-heure de balade en forêt, c'est 50% de système immunitaire rehaussé. Et tous ces phytoncides aussi qui sont bénéfiques à l'organisme. C'est pour ça que quand on revient d'une balade en forêt, on est fatigué, mais c'est une fatigue saine. Voilà. Je pense qu'on peut dire aussi, imaginez la ville dans laquelle vous avez envie d'habiter, c'est soit entre béton et bitume, trottoir et abribus, ou avec quelques arbres, un peu de verdure, des grands arbres et pas des petits plumeaux et des parterres de fleurs, quoi. Oui, je valide à 200%. Il faut des villes plus vertes, moins densifiées. Parce que, comme je l'ai dit, à terme, on fera fuir les gens. Et le jour où les gens fuiront les villes, ça n'aura plus trop de sens de bétonner tout ça et de faire des zones non vivables, quoi. Voilà. Ouais. Une fois que tout le monde aura eu sa climatisation, l'air à l'extérieur ne sera plus respirable. Oui, disons que la vraie climatisation, elle est dans les arbres. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et c'est un climatiseur qui coûte 0 € et qui est uniquement bénéfique à la planète, quoi. Voilà. Il coûte encore moins cher si on n'a pas besoin de le tailler et il est en meilleure santé. Est-ce que tu peux nous conseiller un invité pour un prochain épisode ? Je te prends au dépourvu. Alors, un invité pour un prochain épisode, alors moi, je n'ai pas envie de fâcher tout le monde, mais je vais vous laisser le choix entre Christophe Drenou, David Happ, Benoît Arstein, qui peut vous parler de tout ce qui est notarié. Voilà, Francis, quoi, voilà, que j'aime beaucoup. Francis Allais, Francis Allais. C'est Francis pour les intimes. Mais... Voilà, avec qui j'ai fait une petite conférence une fois dans une université, c'était magique. Voilà, et voilà, je vous ai laissé le choix de ces 4 personnes, comme ça je me fâche avec personne, et vous voyez qui vous prenez. Et est-ce que tu as une œuvre culturelle, un bouquin, un film ou quelque chose comme ça à nous conseiller aussi ? Un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est L'Amazonie, l'espoir est indien, ça s'appelle. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80 et où ce monsieur, qui est un jeune anthropologue, qui a passé pas mal de temps dans une ethnie, avec un peuple autochtone. Et quand je lis ce livre sur les alertes qu'il est en train de poser en 88, je m'aperçois que c'est les mêmes alertes x100 en 2023. Donc voilà. Dans ta bibliothèque, j'ai vu aussi L'architecture des arbres. Oui, c'est un magnifique livre que l'on m'a offert, qui est fait à l'encre de Chine. Il coûte super cher, mais c'est vraiment... si j'avais de l'argent, j'en rachèterais un deuxième pour tailler au cutter proprement chaque feuille et les mettre sous cadre et remplir mon salon de toutes ces œuvres d'art. Voilà. Après, oui, j'ai beaucoup de livres sur les arbres, ça me passionne, c'est sûr. Mais j'ai même pas le temps de les lire parfois parce qu'on est à 200 à l'heure et que ça nous laisse pas le temps de nous évader un petit peu dans des lectures. Mais ouais, j'espère avoir le temps de les lire un jour. Je peux vous le donner si vous voulez. Vous voulez le mot de la fin ? Allez, va pour le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est une phrase que je marque à la fin des livres que je dédicace, c'est comportons-nous comme les arbres, quand l'un de nous fléchit, soyons là pour le soutenir. Voilà. Top. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous invite à suivre le GNSA sur leurs différents réseaux sociaux et à suivre notre média Oiseaux Bondissants sur Instagram, YouTube et Facebook où on publie beaucoup de vidéos depuis cet été. À bientôt!